Bonjour à tous, nouvelle émission de Tête à Clash. 3 sujets, 4 invités. On commence par les invités. Cyril Benassar, bonjour. Bonjour. Une nouvelle, Anne-Laure Bonnel. Bonjour. En 2 mots, vous nous dites qui vous êtes ? Je suis journaliste, réalisatrice spécialisée dans les théâtres de conflits, de guerre. Voilà, vous allez directement sur les terrains d'opération. Terrain d'opération, Ukraine, Arménie, au Karabakh, Liban Sud, en France, les Gilets jaunes, voilà, qui sont également une sorte de terrain d'affrontement envers les forces de l'ordre. Et je me déplace, oui, sur le terrain. Ok, très bien. Merci. On est content de vous avoir ici, puisque vous allez voir qu'on a des sujets où ces compétences vont être très utiles. Allez, je continue le tour de piste avec François Martin. Oui. Bonjour François. Bonjour. Et Laurent Arthur Duplessis. Bonjour. Voilà, 3 sociétaires et une nouvelle qu'on espère revoir. Merci de m'avoir invité. Je vous en prie. Allez, 3 sujets. Donc le premier sujet, c'est Israël-Palestine. J'ai appelé ce sujet « La paix impossible », sachant que la raison du sujet, c'est François Martin à côté, qui lui pense qu'il y a une petite fenêtre. Donc on va revenir là-dessus. Deuxième sujet, la révolte des paysans. On est au cœur de ce qui se passe. Pouvoir d'achat, administratif, tout ça. On va revenir également là-dessus. Ce sera le deuxième sujet. Le troisième, c'est l'OTAN. Et c'est Laurent Arthur Duplessis qui a soufflé le sujet. Pourquoi ? Parce qu'il y a des grandes manœuvres qui n'ont jamais eu lieu de cette ampleur. Et on va revenir sur les raisons de ces grandes manœuvres. Voilà, à tout de suite. Alors que la guerre Israël-Palestine rentre dans son 115e jour, c'est le 7 octobre que ça a commencé. Il y a un nombre de morts, d'après les chiffres du Hamas, supérieur à 25 000, un nombre de blessés complètement dingue, aux alentours de 60 000. Donc on se retrouve dans une situation qui n'a jamais été... qui est inédite, sur l'ampleur de ce conflit. Certains trouvent, et c'est là où François Martin va intervenir, que c'est parce qu'on est au bas, en fait, de cette courbe, que le conflit est à son maximum, qu'il y a une possibilité de résolution du conflit, voire de paix future entre Israël et la Palestine, le Hamas. On va revenir sur ces notions. François. Oui, je pense ça, que effectivement, c'est pour cette raison que la paix ne me paraît pas impossible, mais me paraît au contraire possible. C'est un peu comme quand on joue aux échecs, quand on joue au poker. Quand on joue 100 €, on joue. Quand on joue 1000 €, quand on joue 1 million d'euros, on réfléchit. Et je pense qu'aujourd'hui, on est vraiment à une croisée des chemins. D'une part vers une extension de la guerre internationale vers l'Iran, et comme l'Iran a des accords de protection de la Russie et de la Chine. Oui, c'est la signature d'un traité qui est assez récent entre l'Iran et la Russie. Très récent. Donc là, on ne sait pas où ça va s'arrêter. D'une part, et d'autre part... 3 soldats américains tués en Jordanie. Oui, j'ai vu ça. Il y en a eu beaucoup plus avant, mais c'est les premiers qu'on médiatise vraiment. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que c'est de la gonflette ou est-ce que c'est le prélude à quelque chose ? Et d'autre part, je pense que en même temps, la paix n'a jamais été aussi proche pour une raison particulière qu'on entend chez les spécialistes et même chez les généraux israéliens, c'est que Israël est en train de perdre la guerre militaire en ce moment. Pour une raison simple, c'est qu'en fait, il n'y a pas une armée, on parle de Tsahal, mais en fait, Tsahal, c'est 2 armées, c'est une armée professionnelle et une armée de conscrits. 200 000 170 000 et 450 000 conscrits, mais si vous regardez, les conscrits, il y a eu un rapport l'année dernière qui explique qu'il n'y en a que 6% qui ont fait leurs 20 jours de préparation. L'armée, en fait, a capté les budgets, l'armée professionnelle, et les conscrits ne sont pas professionnels. La structure de commandement qui est essentiel, au lieu d'être de l'ordre de 30 à 35 ans, comme c'est des cas, c'est des types de... L'encadrement est fondamental. Moyen, c'est-à-dire les lieutenants sont beaucoup trop jeunes. Okay. Donc, ils tiennent pas les soldats. En même temps, ces guerres-là sont les guerres les plus violentes
Anne-Laure le sait mieux que personne, lorsque les Russes combattent, ils envoient les Tchétchènes, ou ils envoient les types de Wagner, c'est-à-dire des types durs comme du caillou. Là, on envoie des conscrits. Les premiers morts, j'ai regardé au début... Face à des soldats du Hamas qui eux ne pensent qu'à ça depuis qu'ils sont nés, à les tuer depuis qu'ils sont nés, parce qu'ils sont enfermés dans leur truc. Et donc, je vais faire circuler la parole. Je pense qu'Israël... Enfin, je ne pense pas, c'est ce que disent les généraux et beaucoup d'experts, que Israël est en train de perdre. Et aujourd'hui, il y a une séparation entre les politiques qui veulent en faire toujours plus derrière Netanyahou parce qu'il est tenu par son extrême droite, etc. Et puis les militaires qui disent stop, stop, stop. Bon. Et si on arrête la guerre militaire, on rentre dans une phase de négociation autour du retour des otages. Et à ce moment-là, on est de fait dans un processus politique pour lequel la plupart des organismes internationaux ont dit que la solution des deux États était la seule qui était viable. Donc on rentre de plein pied dans la négociation. J'ai vu, et je vais céder la parole à Cyril, j'ai vu qu'une de vos conditions pour cette paix, c'était le départ de Netanyahou. Hein, c'est ce que je pense qu'est la logique des choses, oui. Cyril Benassar, d'abord sur cette guerre qui sera en train d'être perdue par Israël, ce qui est pour moi un paradoxe quand on voit ce qui se passe sur le terrain, l'armée qui grignote du terrain. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je ne vois pas de signe de faiblesse israélienne sur le plan militaire. Je n'ai pas entendu d'experts ni de généraux dire que la guerre était en train d'être perdue. Je vois plutôt la volonté du Hamas d'y mettre fin par une tractation entre les otages et un cessez-le-feu total. C'est-à-dire que c'est le Hamas qui souffre beaucoup de la guerre, qui sent que la destruction des infrastructures, de toute la branche militaire est en train d'advenir et qui veut absolument y mettre fin. Donc que ce soit très difficile, oui, parce que c'est une forme de guérilla. On arrive dans des paysages urbains, on ne peut pas distinguer les civils des combattants avant de se faire tirer dessus. Donc évidemment, c'est compliqué. Je ne crois pas qu'Israël va perdre militairement cette guerre. Maintenant, et pour autant, qu'il y ait une possibilité de paix après une guerre intense, oui, ça je veux bien le croire. C'est-à-dire que le traumatisme sur les populations fait qu'on réagit différemment aux propositions de ces élites et aux propositions de l'adversaire. Je pense aux Palestiniens qui jusqu'à présent avaient le sentiment d'avoir perdu un pays, puisqu'on lui raconte la Nakba 48, que tout le territoire d'Israël est un vol et une imposture. Celui-là, aujourd'hui, il a perdu sa maison, il a perdu l'école de ses enfants, il a perdu l'hôpital, il a tout perdu. Donc, dans cette optique-là, ça change la vision des choses. Peut-être que la misère dans laquelle ça plonge le peuple palestinien, cette guerre et cette offensive, et la gestion du Hamas, fait que peut-être ils seront moins réceptifs aux appels belliqueux des dirigeants du Hamas, et plus à des solutions de paix, de négociation. Merci. Moi, je m'excuse de vous couper, mais enfin, moi, il y a quelques questions que je me pose en vous écoutant. Alors, évidemment, le 7 octobre est à condamner, c'est un acte terroriste terrible, inadmissible, mais aujourd'hui, quand on espère la paix, on parle de quelle paix ? Parce que se fonder sur 2 territoires, visiblement, ça semble bien plus compliqué à mettre en acte que sur papier. L'idée est très bonne, hein, je vous rejoins. Mais depuis les accords d'Abraham, personne n'en a parlé, tout le monde s'en est moqué. La population de Gaza a vécu tout de même dans une prison à ciel ouvert. Je condamne, je le répète, parce que c'est un sujet extrêmement complexe, les actes terroristes qui ont été commis le 7, c'est encore une fois inadmissible. Mais de quelle paix vous parlez, alors même qu'en Cisjordanie, les territoires sont colonisés par des radicaux dont le comportement n'est pas acceptable. Voilà, c'est ça. Ils ont cessé de grignoter en fait du terrain en s'installant progressivement. Ensuite, et ça rend pour vous la paix un peu impossible. En tout cas, je vois ni de Rabin ou de Arafat. Hein, je prends ces 2 images parce que c'est les seuls avec les accords d'Oslo où on a eu l'espoir d'une paix possible, mais qui a parlé de paix ? On était prêt à signer les accords d'Abraham. Qui s'est soucié du sort des Palestiniens ? Personne. Encore une fois, je ne légitime pas ce qui s'est passé le 7 octobre. Pour moi, c'est une abomination. Et aucune résistance. On n'agit pas de la sorte, c'est de la barbarie, pure et simple. En revanche, parler de paix, alors même que ça n'a même pas été anticipé en termes de création de territoire lors des accords d'Abraham, ça me semble tout de même un peu une illusion.
Qu'on parle de paix parce qu'on soit en train de s'inquiéter de ce qui se passe en ce moment dans la mer Rouge et d'une contagion d'un conflit, oui, parce que le monde s'inquiète et que c'est peut-être le moment de calmer les ardeurs de chacun. Et on a bien vu que ce qui a pu se passer aussi bien en Libye, en Irak, en Afghanistan, n'a mené nulle part. Donc il est peut-être le temps d'installer un dialogue avant la paix. Oui, le dialogue est nécessaire et là je suis tout à fait d'accord. Malheureusement la paix, mais il y a tellement de sang qui a coulé depuis des années qu'elle me semble impossible. Ce que dit Anne-Laure, c'est en fait, je traduis ce que j'ai entendu, vous dites l'obstacle à la paix, c'est l'internationalisation possible du conflit, mais Anne-Laure, elle ajoute le fait que politiquement, c'est très compliqué, parce qu'il y a les colons, et c'est juste une des choses qui rendent la paix impossible. Parce que ces gens qui ont grignoté les territoires, on ne peut pas les chasser. Enfin, où est-ce qu'on peut les chasser On peut les chasser En fait, ça dépend de quoi on parle. Parce que quand on parle des colons, ça fait un ensemble qui n'est pas très homogène. On a des colons qui sont des colons messianiques, qui pensent que cette terre leur appartient parce que c'est écrit dans la Bible, qui sont, on appelle ça la jeunesse des collines, qui sont dans les environs d'Hébron et qui se sont installés là, qui élèvent des chefs dans des conditions très, très difficiles. C'est entre le judaïsme et le New Age. Cela, c'est une poignée d'irréductibles. Effectivement, cela, il faudra, comme on l'a fait, comme les Israéliens l'ont fait à Gaza, comme Sharon l'a fait à Gaza en 2005, il faudra les chasser manu militari. Et c'est pas une expression, c'est que vraiment l'armée est allée se battre avec les colons pour les faire fuir. Cela, oui, évidemment, cela, c'est un obstacle à la paix. Aujourd'hui, je crois. Oui. Il me semble, à vérifier, checker, 600 000, je crois. 600 000. Je crois pas qu'il soit si nombreux que ça. C'est une poignée parce que... 100 000. Oui, en tout. Oui, mais ça peut pas être les gardiens de chèvres dans les collines. 250 000 à Jérusalem-Est. Oui. Qui ne sont pas des gardiens de Sèvres. Non, mais en qui tout, sont aussi c'est-à-dire qui ont volé les... l'immense majorité mais après, checker, je ne suis pas une pro du sujet, pardon. L'immense majorité de ceux qu'on appelle des colons, c'est des gens qui, par opportunisme, parce que c'est moins cher, on pourrait appeler ça l'Israël périphérique, sont partis des centres urbains où ça devenait très cher, de Tel Aviv, de Jérusalem, et se sont installés dans des résidences, dans des programmes immobiliers qui ont été construits, effectivement, à la faveur d'un retournement électoral et de permis de construire accordés par les gouvernements de Netanyahou et le Likoud, qui se sont installés là, dans des paysages qui effectivement font partie des territoires occupés, mais ceux-là, ils seront très faciles à déménager ailleurs si le besoin s'en faisait sentir. Maintenant, il y a une deuxième chose, et j'en termine, c'est qu'à force d'être dans une opposition et un conflit entre les Palestiniens et les Israéliens, dans des termes assez simples finalement, c'est la terre contre la paix. Le jour où vous nous foutrez la paix, on vous rendra vos terres. C'est un peu ça le bras de fer dans lequel personne ne veut céder. Eh bien, ces gens-là, ils seront facilement déplaçables, sauf que à force d'installer des implantations, ce qu'on appelle des colonies, des villages, il y a des villes entières maintenant qui sont entièrement israéliennes. Et ça va devenir très compliqué. Maintenant, je pense que pour la paix, l'ensemble de la société israélienne qui n'est pas sur cette ligne sera prêt à sacrifier ces colons, à la fois les illuminés sur les collines, et puis ceux qui sont installés dans des centres périphériques beaucoup plus larges. D'accord. Merci. Laurent Arthur Duplessis. Je donnerai ma version pessimiste, congénitale. C'est que je crois qu'il n'y aura jamais de paix véritable entre Gaza et Israël et entre l'environnement arabo-musulman et Israël. D'abord parce que, effectivement, le monde arabo-musulman considère Israël comme une anomalie, un État juif indépendant dans le monde arabo-musulman. Il aurait été chrétien, ça aurait été pareil. D'ailleurs, on voit qu'au Liban, ça se passe très très mal. Ce multiconfessionnalisme. On peut quand même vous contredire en disant qu'un certain nombre de pays sont plutôt d'accord pour une paix et d'autre part sont relativement neutres dans ce conflit. Les accords d'Abraham ont été signés par une oligarchie affairiste, mais les peuples de ces pays signataires sont contre, absolument contre. Alors d'autre part... exception à part, et d'ailleurs ça a coûté au Parti de la Justice et du Développement qui était pour ces accords-là, ça lui a coûté en réalité son prestige. Mais ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'il y aura peut-être une trêve, il y aura peut-être une accalmie provisoire, mais c'est tout. Mais une paix véritable, c'est-à-dire une paix assise sur la solution à deux États, etc., à mon avis, c'est une pure chimère. La crise va continuer au long cours jusqu'au moment où elle va se généraliser à toute la région, puisqu'on sait que l'Iran est au seuil nucléaire. John Kirby a dit récemment
sur le plateau d'El-Sei que de toute façon il faudra empêcher l'Iran d'avoir la bombe atomique, ce qui veut dire bombarder l'Iran. Donc ça veut dire qu'à terme il y aura un bombardement de l'Iran israélo-américain. Il y aura donc un embrasement de la région forcément, et je crois que l'idée d'une paix stable et perpétuelle assise sur une solution à deux États ne verra jamais le jour. C'est une pure chimère. Ok, vous êtes aussi pessimiste que ça? On fait un petit tour de... Moi, j'ai envie de dire qu'on ne peut pas être aussi pessimiste que ça, parce qu'à part la solution des deux États, il n'y en a pas d'autre. Et donc, à moins de craindre une guerre perpétuelle jusqu'à destruction totale de l'un des belligérants, il n'y en a pas d'autre. Maintenant, je voudrais juste te dire une chose. Moi, la dernière fois que j'ai ressenti dans la société israélienne, à travers des connaissances, un véritable espoir de paix, une véritable foi en le fait que la paix arrivait, que ça allait venir. C'est pas après les accords d'Oslo, c'est même pas après les propositions d'Ehud Olmert qui étaient très généreuses et auxquelles les Palestiniens n'ont pas donné suite. C'est à la suite du retrait des colons de Gaza. Quand Ariel Sharon les a virés, on entendait dans la société israélienne, ça y est, maintenant, ils vont être autonomes, ils vont pouvoir se développer tranquillement. Ils vont développer du commerce, une forme d'artisanat, de l'agriculture. Et on entendait des gens disaient, on va aller leur acheter des tomates, on va aller faire repeindre nos voitures à Gaza, on va aller dans des bed and breakfast, on va aller un peu comme ce qui se passe avec les Bédouins à Eilat, de l'autre côté du Sinaï. C'est-à-dire qu'à un moment, ça commence par une forme d'autonomie, petit à petit le pays se développe, prospère, a plus intérêt à la paix qu'à la guerre avec ses voisins, et les choses se normalisent comme ça, sans qu'il y ait véritablement... ou un sommet international ou des déclarations très solennelles. Petit à petit, ça se met en place. On crée des liens et la paix arrive. Mais Laurent Arthur Duplessis dit que finalement l'obstacle, c'est les opinions publiques arabes. Ouais. Hein? Ça se travaille dans le temps. Ça, je le partage en un mot. C'est vrai qu'il y a une élite qui est pour faire du commerce avec Israël et il y a une rue arabe qui se lève comme un seul homme dans des manifestations très anti-israéliennes. Mais la rue arabe, elle se calme. Les opinions se calment aussi si elles voient qu'il y a du résultat, s'il y a un processus de dialogue qui est mis en place, s'il y a le respect. Donc ce n'est pas une fatalité. Hein. Et je suis d'accord et je vous rejoins. Oui, c'est possible. Ça va prendre énormément de temps, mais il faut des gens de très bonne volonté. Revoir un parti politique, réinventer l'OLP, le Fatah, des sommets, des dialogues, mais il n'y a pas d'autre solution que la cohabitation. Et vous savez, là je parle un peu de moi, mon grand-père adoptif était juif, il est décédé, c'est pour ça que j'en parle au passé. Lui-même rêvait de deux États. Et de nombreux Israéliens rêvent de deux États. Donc là, aujourd'hui, nous sommes braqués sur Netanyahou, avec une politique qui est extrémiste. Mais la gauche israélienne ne partageait pas ces opinions. Et bon nombre d'Israéliens étaient extrêmement choqués par les décisions qui ont été prises par les colonies, par le traitement qui a été fait aux Gazaouis. Donc, il y a des peuples qui veulent s'entendre. Il ne faut pas non plus se laisser happer par cette opinion publique. Mais est-ce qu'on la connaît véritablement, cette opinion publique? Vous savez, les gens ont envie de vivre en paix. Et chaque fois que je vais dans un pays en guerre, où que j'aille, les gens veulent la paix. Et si la paix est possible, ils suivent. Merci beaucoup. Oui, oui. François Martin. Oui, je suis d'accord avec ça. Ce que je pense que un bon exemple, c'est la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Qui aurait pu penser qu'en 1964, la France signait un traité d'union politique et européen avec l'Allemagne. Pourtant, Dieu sait s'il y avait eu des millions de morts, etc. Mais je pense qu'on sous-estime la capacité des peuples à effacer le passé quand l'avenir leur donne des perspectives. Je pense moi, je crois profondément que cette paix est possible. Mais le problème, pour moi, c'est pas tellement les peuples, c'est qu'il faut surtout que les États eux-mêmes pensent que c'est ça où ils disparaissent.
C'est ça le problème. Donc c'est une pulsion vitale des États. Voilà, c'est ça. Je ne pense gens. pas que c'est parce qu'ils sont raisonnables, ni parce que je suis optimiste, comme mon ami Laurent le pense. Quand on se frite, je lui dis t'es trop pessimiste, et lui il me dit t'es trop optimiste. Alors, on va c'est céder notre la parole. discussion permanente. Le je ne pense pas que conclure. c'est parce que je suis optimiste, c'est parce qu'il y a un moment donné, il dit c'est ça où je disparais, c'est fini. Okay. C'est ce que disent des gens comme Broman, des gens comme ça. Il y a un certain nombre d'intellectuels qui disent Bibi nous emmène dans le mur, si on continue comme ça, on n'existe plus. Donc on est obligé de faire la paix. Je dirais qu'il y a le paradoxe d'Adèle. Adèle ne peut pas me tromper parce que ce serait trop affreux et j'ai l'impression que c'est un peu la maxime des optimistes. Mais néanmoins, il faut situer les choses dans un contexte économique. Et le rapprochement franco-allemand s'est fait dans les 30 Glorieuses, en pleine euphorie économique. C'est pas un contexte porteur, ce contexte économique-là qui s'assombrit tous les jours. C'est pas un contexte porteur pour justement la réconciliation des peuples. C'est au contraire un texte porteur pour l'essor des mouvements fondamentalistes islamistes qui vont justement faire leur chou gras de cette crise économique qui frappe le Proche-Orient. La géopolitique aggravant encore les choses, on voit comment les Houthis, en ruinant le commerce maritime en mer Rouge, portent un coup terrible à l'économie égyptienne, par exemple. Parce avec que plus de redevances sur le canal. Hein. Bien sûr. Oui, c'est qui est une bonne partie du budget égyptien. Évidemment. On voit comment la géopolitique influe sur l'économie à l'échelle mondiale actuellement avec le conflit ukraino-russe, avec les perturbations sur le marché mondial des céréales, etc. Donc, ce contexte va être de moins en moins porteur pour l'irénisme, pour la réconciliation des peuples. Je pense exactement le contraire. Mais... Attendez. Moi, je dirais juste deux choses sur... Effectivement, en ce moment-là, l'actualité se focalise sur Netanyahou et sur le parti des colons qui tient Netanyahou parce que ça lui permet de faire l'appoint électoral. Et c'est comme ça qu'il se maintient au pouvoir. Et donc, on finit par, à force de regarder ces gens-là, on finit par penser que le sionisme, c'est devenu un impérialisme juif et même un suprémacisme juif. Ça n'est pas ça du tout. Et dans l'esprit, non, ça n'est pas ça du tout, le projet sioniste. Dans l'esprit de la société israélienne, de l'immense majorité de la société israélienne et des travaillistes qui venus de l'Europe de l'Est ont fondé cet État, c'est le contraire absolu. Ça n'est pas ça. Donc je pense que la société israélienne a le pouvoir de virer Netanyahou et de remettre un peu d'ordre là-dedans. Et la deuxième chose, c'est pour la comparaison avec la paix franco-allemande et même l'amitié franco-allemande, il y a quand même une différence. C'est que pour arriver à cette paix, les Alliés ont détruit le nazisme. Ils ont détruit et fait s'exiler et fait condamner tous les nazis. C'est-à-dire qu'on a fait la paix avec une Allemagne qui avait été dénazifiée. Et je pense qu'il faudra poser la même condition pour les Palestiniens, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire la paix avec le Hamas. Avec le Hamas qui jure qu'il y a dans sa charte la destruction d'Israël. Mais avec les Palestiniens, à condition d'avoir fait comme ce que fait le gouvernement actuellement, d'avoir détruit la branche militaire du Hamas. On va s'arrêter là, Anne-Laure. Je sais bien qu'on pourrait embrayer. François Martin bout dans son fauteuil. Il y a tellement de choses François à dire. Martin bout. Anne-Laure veut absolument mettre son grain de sel. Je suis certain que le pessimiste là, qui nous avait vachement plombé l'ambiance, était tout à fait prêt à mettre une autre louche. On va s'arrêter pour autant. On va se retrouver. On reviendra sur ces sujets. Vous en faites pas. Vous serez de nouveau présente. Et on se retrouve dans quelques secondes pour parler du deuxième sujet. Oh là là. À tout de suite. Les paysans sont révoltés en France depuis quelques jours. On voit que le gouvernement Attal et le Premier ministre directement est sur le terrain tous les jours. Les demandes des paysans sont nombreuses. Hein. On en a listé plus d'une centaine. Ça va du pouvoir d'achat aux normes européennes, ça va des emmerdements administratifs à la sobriété, du gazoil pour les tracteurs. Bref, c'est très complexe, touffu, sans doute excessif. Globalement,
moi, je voudrais poser la question, et c'est Anne-Laure qui va prendre la main, c'est comment voyez-vous la situation évoluer? Est-ce qu'il y a un vrai risque d'extension dans toute la société, ou est-ce que finalement les paysans rentreront chez eux quand on va avoir satisfait leur demande principale? Anne-Laure. Je ne suis pas devin. En revanche, je me permets une digression. Moi, je suis très étonnée qu'on parle d'une jacquerie qu'on n'avait pas vu venir, parce qu'elle était déjà palpable dans les campagnes et au sein de l'Union européenne déjà depuis plusieurs semaines, dans nos campagnes à travers le renversement des pancartes des villages. Et ça, nous n'en avons pas parlé. Et comment ils appellent ça, la tête à l'envers ou chose comme ça? On marche sur la tête. On marche sur la tête. Pancartes retournées. Ah, c'est incroyable. On marche sur la tête. Moi qui vais dans le nord de la France, tous les villages, ou presque, ont les pancartes retournées actuellement. Hein. C'est impressionnant. Pardon. Par ailleurs, des paysans, j'en avais rencontré, je vous disais que j'étais sur le terrain. En 2018, moi, j'étais allée voir des gens qui n'avaient jamais manifesté. Et les paysans en font partie. On les voit rarement dans la rue, on les entend pas. Ce sont des gens qui travaillent plus de 70 heures par semaine, qui prennent pas de vacances. Il faut s'occuper des bêtes tous les jours, sous la pluie, sous le froid, la neige, etc. Ce ne sont pas des habitués de la manif. C'est pas des mal. Voilà. Donc quand okay. ils sortent, c'est qu'ils ont un véritable message. Mais ce message, en 2018, je l'avais déjà recueilli. Le peu que j'avais croisé sur les ronds-points et qui ne sont jamais montés à Paris ni faire des casses. Vous parlez de paysans liés aux Gilets jaunes? Oui, dès 2018. Et je reviens sur l'introduction que j'avais, où je vous disais, je suis très étonnée qu'on soit étonné, puisque déjà à l'époque, ils se plaignaient d'une concurrence déloyale. Ils se plaignaient de normes qui leur étaient imposées, qui n'étaient pas imposées à leurs voisins européens. Hein, je ne parle même pas à l'international. Ils se plaignaient de ne pas pouvoir vivre de leur métier. Et déjà, face à ma caméra, ils pleuraient de compagnons, de camarades qui se suicidaient. Donc ce grand étonnement, moi, m'étonne. Et je terminerai mon introduction là-dessus. Il suffit pour les étonnés de chaque média de retourner à Monsieur Depardon, qui avait fait une très belle trilogie sur les paysans cévenols, qui eux-mêmes le disaient qu'ils étaient en train de disparaître. Et ça date pas de l'année dernière, Depardon. Hein. C'est 2004, je crois. C'est très très vieux. Hein. Oui. Ça date de bien avant. Okay. Ouais, je crois que justement, votre étonnement légitime, Nord, provient de ce qu'en réalité, il y a une oligarchie mondialiste qui gouverne la France et l'Union européenne, les pays d'Europe, et qui ne jure que par les traités de libre-échange et qui méprise complètement une petite paysannerie jugée archaïque et digne d'être éradiquée. Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve qu'il a fallu que les détracteurs de Kingston bloquent les autoroutes pour que Macron court à Bruxelles dire à Ursula von der Leyen qu'il fallait bloquer les négociations sur le Mercosur. C'est-à-dire qu'il a fallu que les paysans deviennent vraiment méchants, violents, ils sont très raisonnables, ils sont pas assez trop, non mais enfin, hein. mais enfin, qui fassent peser le poids de leur force mobilisatrice, parce que là, c'est toute la paysannerie mobilisée de toutes les régions, et même la base de la FNSEA, la FNSEA étant un syndicat de cogestion, comme on dit, c'est-à-dire financé à 70% par l'État, et asservi à l'État. Oui, sauf que la base de la FNSEA... Justement, parce que la base de la FNSEA a fini par comprendre que sa direction la trahissait à longueur d'années, à longueur de décennies, depuis 40 ans, et la base de la FNSEA a décidé de plus obéir à sa hiérarchie, qui du coup essaye un peu de courir derrière sa base. Mais, Laurent, les traités de libre-échange, à la limite, pourquoi pas le libre-échange entre pays? Le problème, c'est qu'il y a des règles qui s'appliquent en Europe, et particulièrement aux paysans français, et qui ne s'appliquent pas aux éleveurs, par exemple, brésiliens. C'est justement ce qui fait le vice de ces traités, c'est ça. Et en plus, les clauses miroirs, etc., c'est bidon, parce qu'en réalité, il n'y a aucun contrôle sérieux pour voir si, au Vietnam ou au Chili, on respecte les conditions d'élevage des poules, etc. Tout ça, c'est de la fumisterie. Il faudrait notamment éviter maintenant d'utiliser les traités de libre-échange agricole comme une monnaie d'échange en sacrifiant notre souveraineté agricole et notre paysannerie pour pouvoir avoir la possibilité pour les multinationales
de l'industrie et même de l'agroalimentaire aussi, d'écouler leurs produits au Vietnam ou au Chili. On sacrifie les paysans au profit du libre-échangisme industriel et autres. Alors, merci. François Martin. C'est plus compliqué que ça. Ok. Moi, j'ai passé 40 ans de ma vie à faire du commerce international de l'alimentaire. Particulièrement en Afrique. En Afrique, en Asie, en Amérique latine, au Proche-Orient. Donc vous étiez le commis voyageur des salauds dont parlait Laura. Tout à fait. Il est très compromis. Hein. Il est très compromis. Il faut se méfier. C'est plus compliqué que ça, parce que quand on dit les paysans, il n'y a pas les paysans. Par exemple, les céréaliers, qui sont des gens qui travaillent sur les grands marchés internationaux, n'ont aucune envie que l'on revienne à l'économie semi-vivrière ou franco-française, etc. Pas du tout. Donc en fait, le problème, c'est qui on sacrifie là-dedans, dans cette affaire. Mais je dirais que et l'équilibre aujourd'hui, à mon avis, n'est pas assez social. Et le problème à mon avis, il y a un problème plus large et plus grave que ça, c'est que la société française était autrefois, à l'époque de l'Ancien Régime, une société essentiellement agricole. L'Ancien Régime oui, avant 1789. la Révolution, voilà. Ah oui, okay. L'industrie a profondément transformé les choses, a enlevé le pouvoir de la paysannerie. Ensuite, les années 60 du général de Gaulle ont été des années d'une mécanisation extrêmement forte, dont d'ailleurs le grand chantre de cette époque, qui était Pisani. Edgar Pisani s'en est excusé en disant « je pense que j'ai été un peu trop fort ». Donc on a modernisé à marche forcée, et je veux dire aujourd'hui c'est vraiment une variable d'ajustement. Est une variable d'ajustement total. Et ce qui est pire que tout, je pense, c'est pas le fait que l'on vous mette de côté, il y a un sentiment de désespoir, d'humiliation et d'abandon. On peut vivre dans la pauvreté, mais si vous voulez, le sentiment d'abandon, ça, on peut pas. Or, il est clair, quand vous voyez toutes les politiques ou ce qu'on peut appeler une politique du gouvernement actuel, vous n'avez jamais eu la moindre main tendue, la moindre parole disant oui, on sait ce qu'on doit à nos paysans, etc., etc. Moi, j'étais très frappé à l'époque des Gilets jaunes, qui n'étaient pas paysans, mais ils ont été reçus. Ils disaient on n'arrive pas à vivre. Ils ont été reçus. Ce qu'on leur a proposé, c'est pas de rencontrer le ministre des Finances, mais le ministre de la Transition écologique, pour leur expliquer que la taxe carbone c'était bon. En fait. Donc je veux dire, je vais céder la parole à. C'est effroyable ça de faire ça. Je pense qu'il y a au cœur de cette manifestation un sentiment qui consiste à dire on existe, on fait partie de la société, on a envie de dire ce qu'on veut. C'est ça, je pense, le cœur de la. Cyril Benassar. Oui, moi je me souviens que la fin des Gilets jaunes, ça avait débouché sur le grand débat. Et le grand débat, on discutait de questions écologiques. C'est-à-dire qu'on part d'une révolte populaire sur arrêtez de nous emmerder avec vos normes écologiques, et puis on finit par essayer de leur faire comprendre pourquoi il faut qu'ils acceptent ça. C'est un peu la blague de Coluche. Expliquez-moi ce qui vous manque, on va vous expliquer comment vous en passez. C'est un peu ça. Maintenant, moi il me semble quand même que la mondialisation avance un peu comme ça. C'est-à-dire qu'il est inéluctable qu'on sacrifie des pans de notre économie pour pouvoir en développer d'autres, pour pouvoir être plus fort à l'export. On a renoncé, on a arrêté de descendre dans des mines chercher du charbon parce que les Polonais le faisaient pour moins cher que nous. Ensuite, ça a été la sidérurgie et ça marche comme ça. Maintenant, quand on s'attaque au monde paysan, c'est pas tout à fait la même chose. Et je pense qu'il faudrait mettre en avant pas seulement le fait qu'ils puissent être compétitifs, parce que ça, c'est assez illusoire. On importe 70% des fruits de pays qui, de toute façon, les produiront toujours moins cher que nous. Quand ce ne sera pas des normes environnementales, ce sera des normes sociales, le prix de la main-d'œuvre, ce sera. Mais peut-être mettre en avant l'idée de la souveraineté alimentaire. Que ça, c'est un secteur qui ne doit pas entrer en concurrence au point d'être mis en danger. Et de la même façon qu'on n'aurait jamais dû vendre ces turbines à General Electric parce qu'il y a une question de souveraineté économique, énergétique, on devrait mettre en avant la souveraineté alimentaire en disant ça, on ne l'expose pas à la concurrence au point de détruire et de voir disparaître tout un monde paysan. Mais Cyril, c'est une souveraineté au niveau français ou elle peut être conçue comme une souveraineté au niveau européen avec les principaux pays? Moi, la souveraineté, je ne la vois que française. C'est-à-dire qu'européen, on part dans une utopie. Ensuite, il faut arriver à concilier tous les intérêts, toutes les exigences de tous les autres. C'est absolument impossible dans le domaine économique. On n'a pas les mêmes intérêts, on n'a pas les mêmes produits, on n'a pas donc la souveraineté. Anne-Laure, et puis après, je vous repasse la parole, messieurs. Française sur le domaine alimentaire qui est crucial.
En vous écoutant, je suis d'accord un peu avec chacun d'entre vous, mais là, ce que ça pose comme problème, c'est beaucoup plus global. Je pense qu'il y a tout à revoir. Est-ce que les Français seraient capables aussi de suivre une alimentation qui deviendrait plus chère ? Il y a des paradoxes auxquels qu'il faut tout de même exposer à l'esprit de chacun. On importe tout de même des volailles qui sont élevées dans des conditions mais extrêmement chaotiques, pas très loin de chez nous en Ukraine, et on reproche à nos propres éleveurs de vouloir dépasser un certain quota, etc. Donc là-dessus encore, je reprends leur slogan, on marche sur la tête. C'est un débat de société qui doit être remis en place. La solution du circuit court, vous ne croyez pas ? C'est une manière de court-circuiter un certain nombre d'intermédiaires, de se nourrir localement à des prix qui sont finalement acceptables par le vendeur comme par le producteur. Oui, non ? Oui, c'est une des solutions, mais est-ce qu'il ne faut pas également harmoniser d'une certaine manière des réglementations dans l'Europe ? Ah ben ça, vous faites pro-européenne, là, c'est ça ? Vous êtes en train de dire, l'Europe, finalement, permet d'avoir les mêmes règles. Mais je pense qu'il faudrait revoir le programme européen sur ces questions. Je crois qu'il faut... moi, je ne suis pas souverainiste. Je crois au libre-échange, mais un libre-échange repensé, avec du dialogue, parce que évidemment ça ne peut pas fonctionner avec une telle concurrence déloyale, au niveau salarial comme vous l'avez très justement dit, mais au niveau également des molécules, etc., des pesticides. Environnemental aussi, donc, les règles pesticides. Et nos voisins allemands et nos voisins espagnols utilisent des pesticides que nous, pour être tête de pont de l'écologie, ce qui est beau, vous voyez, on ne peut pas tout remettre à plat, mais c'est bien ce projet d'être les représentants de l'écologie de demain, mais à quel prix ? Alors, la vie plus vert. Allez, Laurent Arthaud-Duplessis et François Martin. La notion de souveraineté alimentaire, et comme d'ailleurs dans tous les domaines produits pharmaceutiques, etc., deviennent de plus en plus prégnantes avec la montée des tensions géopolitiques. Le Covid, déjà, a montré ce que c'est que d'abdiquer sa souveraineté dans un certain nombre de domaines. On n'était même plus fichu d'avoir de l'aspirine. Et maintenant, c'est les produits agricoles. Vous êtes sur la même ligne que Cyril Benassar. C'est partie des domaines qu'on ne peut pas lâcher. Quoi, Je suis complètement d'accord. Et d'autre part, il faut voir une chose, il y a une question de civilisation. C'est-à-dire qu'en réalité, les paysans sont un des derniers socles d'une identité française millénaire. Or ça, les mondialistes n'en veulent pas. Macron n'en veut pas. La technocratie européo-progressiste mondialiste n'en veut pas. Pour eux, c'est un archaïsme qu'il faut liquider. Alors, liquiderait la vieille France, ce serait un projet caché, ou c'est juste l'aboutissement de l'évolution du monde tel qu'il bouge? Quand on lit les discours, etc., il n'est même pas caché, le projet. Même pas, ils n'ont plus besoin de le cacher. François Martin, mais j'ai quand même vu une moue assez sceptique sur le visage d'Anne-Laure. C'est même un projet de la Révolution française. Parce qu'à l'époque, les bourgeois qui ont fait la Révolution française... On était à 90% de population paysanne en France. Moins que ça, mais disons que s'il y avait eu une grande réforme qui avait dû être faite par la Révolution française, ça aurait été la réforme agraire, pour que les petits paysans aient la possibilité d'acheter des terres. Or, quand on a vendu les terres des émigrés et les terres de l'Église, on a interdit le morcellement des terres pour que les petits paysans puissent les acheter, et on a interdit la syndication des paysans pour qu'ils puissent acheter des terres importantes. Donc, on a tout fait pour que les terres soient rachetées par les plus riches et pour appauvrir la paysannerie, parce que ce qui intéressait à l'époque les bourgeois, c'était l'industrie naissante. Donc, en fait, c'était un projet anti-paysan d'une certaine façon. Je pourrais développer, mais je développe pas. En même temps, heureusement que la France n'a pas misé au XVIIIe siècle ou au XIXe siècle sur la paysannerie. Ça aurait empêché la révolution industrielle. Et je terminerai en disant que celui qui voulait la dite réforme agraire pour une révolution qui voulait être faite par le peuple pour le peuple, c'est un type qui s'appelait Gracchus Babeuf et on lui a coupé la tête pour le faire taire. Mais ce que je voulais dire, pour aller dans le sens de ce que en fait tout le monde dit, et Cyril et Anne-Laure, c'est que moi je pense personnellement qu'on est
parti dans une phase de démondialisation dont on ne s'est pas encore rendu compte, mais qui va s'accélérer dans des grandes largeurs. Et ça, c'est la guerre d'Ukraine qui l'a montré. Et plus le Covid. Quand on peut plus se faire livrer, le rêve de se faire livrer par la Papouasie-Nouvelle-Guinée, les produits dont on a besoin, etc. Amazon, le monde Amazon. C'est fini, je pense. Les gens commencent à l'intégrer progressivement, mais avant, c'était... world is beautiful et le local c'est ringard. Maintenant, le local et le national, ça va être la protection et la souveraineté. Je dis ça parce que j'ai fait un colloque pour mon club HEC sur l'énergie. Ce qui est ressorti de l'énergie, c'est souveraineté énergétique d'abord à fond vers le nucléaire. C'est ça. Et tout va suivre. Il faudra que l'agroalimentaire, il faudra qu'on maîtrise, c'est ce que fait la Russie. Les vraies forces de demain, c'est de maîtriser chez soi l'essentiel de ses savoir-faire. C'est ça. On va vers ça. Donc moi je crois aussi que le combat des paysans, il va dans ce sens-là. Absolument. En fait, ils sont et je dans l'air pense du que temps. l'écologie politique est morte, même s'ils le savent pas, parce que demain on dira attends, sauver la planète dans 100 ans, t'es bien gentil, mais si moi je peux pas vivre demain matin chez moi, donc voilà, c'est ça qui est important. C'est quand même une des contradictions des demandes des paysans qui veulent moins de réglementation pour le climat, et en réalité on voit quand même tout ce qui se passe autour de nous. On a vu, moi qui passe ma vie dans le nord de la France, on a vu les inondations qui n'ont jamais eu lieu de cette ampleur. Je partage pas du tout et ça. il y a beaucoup de gens qui disent que si on bouge pas, ça va faire que s'amplifier. En Chine, on ouvre une usine à charbon par semaine. Oui, bien donc sûr. nos efforts à côté, c'est peanuts. Bien sûr. Là, je vous rejoins, pardonnez-moi, oui, il faut faire un effort écologique, c'est une évidence. Alors, mais moi, tout est mal fait, parce qu'il n'y a pas de politique pensée à long terme depuis des décennies dans ce pays. Tout est à revoir, aussi bien l'Union européenne que la politique agricole qui n'a pas de cap et qui devrait idéalement être pensée avec les intérêts écologiques. Mais qui pense aujourd'hui j'en vois pas beaucoup. Là, il y a une guerre de génération, à mon avis. Hein. En sortant d'ici, je pense qu'on va fonder un gouvernement, je pense. Allez, vous savez quoi? Moi, j'ai le timer qu'il faut respecter. François, Laurent, je vous coupe. On avance, on se retrouve dans quelques secondes pour le troisième sujet. Je sais qu'il y a de la frustration, je sais, mais on va quand même se retrouver pour un troisième sujet. C'est quand même pas mal important d'en parler. À tout de suite. Retrouvez et achetez les livres des invités de TVL dans la boutique de votre chaîne sur tvl.fr. Alors j'imagine que c'est passé au-dessous du radar de beaucoup. Pourtant, l'OTAN s'apprête à faire les plus grandes manœuvres de son histoire récente, on va dire depuis 1988, des manœuvres qui vont rassembler 90 000 soldats pendant environ 6 mois, tous les pays appartenant à l'OTAN, les États-Unis, la Suède, les pays baltes. Donc on est sur des manœuvres de très grande ampleur, avec une perspective qu'on est en train de voir se développer dans un certain nombre de pays. C'est des scénarios qui devaient exister depuis plusieurs années, mais qui sont maintenant avoués par les autorités, d'invasion de la Russie. Et donc de la mise en position de toutes les armées européennes pour affronter le géant russe. Laurent Artaud, l'invasion de l'Ukraine, vous voulez dire? Non, pas invasion de l'Ukraine. Au-delà, invasion de l'Ukraine, chute de l'Ukraine, mais au-delà de ça, guerre contre les pays baltes, invasion de la Suède. Certains ministres en Suède ont dit « préparez-vous à une invasion ». Il y a eu panique dans les supermarchés. C'est assez frappant. Hein. Pardon, Laurent. Non, mais tout à fait, je suis d'accord avec cette tendance que vous venez de décrire. En effet, d'abord, la mobilisation géante qui n'avait pas eu lieu depuis 1988 des troupes de l'OTAN est prévue jusqu'à mai, mais est-ce qu'elle ne sera pas reconduite au-delà du mois de mai? Est-ce que ce n'est pas en réalité une mobilisation permanente qui dit pas son nom? Et en effet, c'est manifestement en vue d'une escalade, vous l'avez très bien dit, dans la guerre Occident-Russie. C'est-à-dire qu'en réalité, Washington mise sur, à terme, un affrontement direct entre l'OTAN et la Russie. Et en effet, que voit-on? L'Ukraine est en train de faiblir considérablement sur le plan militaire. Zajulny, le commandant en chef ukrainien, est sur la sellette parce qu'il y a un conflit de plus en plus ouvert avec Zelensky. Les forces ukrainiennes sont à bout de souffle.
Il y a un scénario d'effondrement de l'armée ukrainienne. Il y a la crainte d'un effondrement de l'armée ukrainienne. Et donc, notamment, cette mobilisation géante de l'OTAN, c'est pour dire aux Russes, bon, n'abusez pas, nous vous tenons en joue, et il n'est pas question pour vous de profiter d'un éventuel effondrement de l'armée ukrainienne pour s'avancer en territoire ukrainien considérément. Merci. François Martin, excusez-moi, mais François Martin, j'ai vu du tout, pas sur votre ligne. Pas du tout, pas du tout. Ce que je crois effectif, c'est que effectivement l'armée ukrainienne va s'effondrer complètement. La moyenne d'âge aujourd'hui est de 43 ans, de 45 ans chez les soldats. Donc ils n'ont plus d'argent, il y a plus de, et les dernières nouvelles montrent que autour d'Avdiivka, etc., les Russes sont en train de prendre le dessus. Et quand il y aura plus rien, ils pousseront jusqu'à Odessa. Ils auront terminé leur truc. Ça, c'est clair. Pour autant, ils ont des victoires en mer Noire. Hein. C'est très intéressant. Ils descendent des bateaux et des avions. Un bateau, mais c'est pas stratégique. Si vous voulez, il faut bien qu'ils en descendent de temps en temps. Mais ce que je veux dire, c'est qu'une fois que vous avez ça, vous pouvez vous poser deux questions par rapport à l'OTAN quand vous êtes européen. Vous pouvez vous dire, je n'ai pas besoin de l'OTAN puisque de toute façon, elles ne m'ont pas protégé contre les Russes quand vous êtes européen. Et l'autre, vous pouvez vous dire, jamais nous n'avons eu autant besoin de l'OTAN puisque les Russes ont gagné. Donc aujourd'hui, il s'agit pour les forces américaines de faire en sorte que l'on choisisse tous la deuxième option et pas la première. Donc il s'agit d'éteindre les velléités d'indépendance des Européens qui pourront dire c'est le moment ou jamais de sortir de là et de faire notre propre politique. Ça c'est la position gaulienne. Et la deuxième option, ça consiste à dire il faut qu'on hystérise le truc pour qu'on se mette encore plus sous les ailes de la poule américaine. François, c'est ça que je dis. Voilà. Pardon, mais il y a Trump. Et Trump, s'il se fait élire, c'est en novembre. Et son discours, c'est de dire moi l'OTAN, je m'en lave les mains. Voilà. Donc les Américains, au contraire, ils vont peut-être dans un désengagement. Donc votre raisonnement ne tient pas dans le cadre du je temps pense de Trump. qu'aujourd'hui, c'est pas Trump qui dirige, c'est même pas Biden, c'est les lobbies. Et il s'agit aujourd'hui, d'abord, c'est un très bon business parce que quand on a besoin de s'armer, on achète des équipements américains. Et puis on a besoin d'hystériser pour cacher la défaite. C'est ça le truc. Donc, ça, à mon avis, c'est une présentation des choses, mais j'y crois pas. Pas plus que l'accord qu'a signé Sunak il y a une semaine avec Zelensky, avec un accord d'aide sous 24 heures. Alors ça veut dire quoi? Si Sunak est attaqué par la France ou par la Hollande, c'est Zelensky qui va aller venir le soutenir. Ça tient pas. Pas plus que la déclaration de Macron qui consiste à dire il est inadmissible que la Russie gagne alors que la Russie est en train de gagner. Ça veut dire quoi? Le lendemain, on lui a tué 60 experts. Non, Macron, alors je vais répéter ces mots, il dit l'Ukraine ne peut pas perdre. Il ne dit pas que la Russie ne peut pas gagner. Il y a une nuance là-dedans. Il est inadmissible, il est inconcevable que la Russie gagne. Il a dit ça. Bon. Réécoutez la... Donc tout ça, pour moi, c'est l'hystérisation occidentale pour empêcher que l'OTAN s'effondre. C'est ça. Alors, moi, je fais toujours très attention au brouillard de la guerre et aux effets de communication des États. Là, je pense qu'on a quand même une belle campagne de com qui cherche à effrayer. Il y a plusieurs hypothèses. Je ne crois pas à une troisième guerre mondiale imminente. En revanche, on assiste tout de même à des escalades un peu partout qui inquiètent l'OTAN. On ne sait plus où trop mettre de la tête. Ça peut expliquer des entraînements de plus en plus répétitifs, des manœuvres, etc. Un affrontement avec la Russie, je n'y adhère pas pour toutes les raisons et je partage votre avis. En revanche, on assiste, et ça on ne peut pas le nier, à un dégel dans chaque partie du globe de tout un tas de conflits qui étaient gelés et qui, suite au conflit en Ukraine et à l'ouverture d'une boîte de Pandore, revoient le jour. Qu'est-ce que ça va donner ? C'est très difficile. Pardon, vous semblez oublier les gens. Les gens, ils ont la trouille. Vous allez en Pologne, depuis l'invasion de l'Ukraine, les Polonais, ils ont complètement changé d'avis. Hein. Croyez-moi, les vieilles peurs liées aux Soviétiques, elles s'appliquent complètement sur les Russes nouveaux.
C'est la même chose dans les pays baltes. Pardonnez-moi, je me permets de vous couper, mais si on rentre dans ce schéma-là, ça ne sera pas une guerre Russie-OTAN, ça sera une guerre sud-globale OTAN. Et là, ça change tout. Moi, je n'y crois pas, ce réseau de la Russie qui va arriver tout conquérir. Donc, soit, dans ce cas-là, je suis votre raisonnement, je le comprends parfaiainement, et là, il y a des raisons d'être ultra pessimiste, et je voulais en venir là, en parlant de cette fameuse escalade dont a parlé très justement Villepin cette semaine, sur TV5, me semble-t-il. Il y a un risque d'escalade mondiale, qui n'est pas dû qu'à la Russie, il est mondial. Et là, on assiste à de nouvelles alliances, de nouveaux blocs qui ont une charge et des rancœurs contre l'Occident. Et là, un affrontement est possible, mais qui dépasse de loin la Russie. C'est exactement ce que je dis à longueur de livres et d'interviews, c'est qu'il y a une multiplication des foyers de guerre. Et plus il y aura de foyers de guerre, plus il y aura de risques de guerre mondiale. D'autant qu'on voit l'affaiblissement considérable du rôle de l'ONU. Comme la Société des Nations a vu son rôle s'affaiblir considérablement dans les années 30. Et on voit d'autre part, justement, un système d'alliance militaire se développer avec, par exemple, l'Inde, qui, bien qu'appartenant au Vieux Sud, se rapproche militairement considérablement du Pentagone et des États-Unis dans la perspective d'un affrontement dans l'Indo-Pacifique avec la Chine. Et l'Inde est antagonique à la Chine, comme elle l'est au monde musulman, comme elle l'a prouvé par ses votes ou non-votes à l'ONU. Sachant qu'en Inde, il y a une politique de multiples alliances en alliant à la fois l'Occident et la Chine et les Russes. Multiples alliances, sauf que... pas l'avis de Laurent là-dessus. Oui, multiples alliances, sauf que sur le plan militaire, c'est pas multiple. C'est pas multiple du tout. C'est et au final, les intérêts de la Chine... Très délimité. Et puis on voit justement, comme l'a dit Anne-Laure très très bien, justement ce crescendo de tensions un peu partout dans le monde, et cela couplé avec la démondialisation, le ralentissement de la croissance économique mondiale et cerise sur le gâteau, l'épée de Damoclès d'une crise financière mondiale à un moment donné par éclatement des bulles spéculatives. L'ensemble fera un cocktail détonnant. Ce n'est pas ce qu'on dit aux États-Unis the perfect storm, l'orage parfait. Hein. Oui, c'est pas pour demain matin, mais c'est pas pour dans 20 ans. D'accord. Ok. Oui, on parlait d'un affrontement possible avec la Russie. Moi, je pense que ça dépend, en réalité. Ça dépend de l'attitude des Européens et des Américains et de l'OTAN. C'est-à-dire que si on laisse la Russie, dans ses velléités impériales, grignoter ses anciennes... les anciennes parties de son territoire qu'elle considère comme la Géorgie, une partie de la Géorgie a été annexée, et puis c'est l'Ukraine. Et puis ça pourrait continuer. Je veux dire que les peuples se souviennent, les pays baltes, les Polonais, les Finlandais même se sont dépêchés de demander leur adhésion à l'OTAN parce que il y a des peurs qui ne sont pas irrationnelles et qui ne sont pas hystérisées par de la propagande occidentale. C'est des peuples qui se souviennent. Donc si effectivement, si on fait ce que Poutine avait supposé qu'on ferait, si les Allemands avaient dit on est trop attaché au gaz russe, on va s'écraser. Si tout le monde avait dit c'est pas un problème, c'est que comme Michel Onfray, on nous entraîne dans une guerre qui n'est pas la nôtre, et si on avait fait les Munichois, si on s'était dit on les laisse faire parce que de toute façon ça va nous mener à une guerre mondiale, là oui on y serait. Faut dire, ou alors on les aurait laissés grignoter. On a fait pire. Et moi je pense que il y a ce vieil adage, si tu veux la paix, prépare la guerre. Précisément, si on veut éviter un affrontement avec la Russie, il faut montrer les muscles. Il faut des démonstrations de l'OTAN, d'un OTAN uni, fort, des démonstrations de force, comme il y en a là actuellement, et quand il y en a eu... il y a quelques années, je me souviens qu'il y avait déjà ça. Dans le cadre de la création d'une armée européenne, vous êtes favorable à ça? Moi, je pense qu'il faudra y arriver. Oui, une Europe politique et une armée européenne. Parce que pour l'instant, l'Europe, c'est le 3e budget armé du monde. Premier la Chine, 2e les États-Unis, 3e l'Europe. Sauf que l'Europe, c'est une multitude de pays avec des sommes qui sont dépensées de manière un petit peu anarchique. Donc vous êtes plutôt d'accord pour mettre tout ça dans une sorte de pot commun et d'acheter tous les mêmes avions, l'interopérabilité. Moi, je rêve que l'Europe soit un peu plus qu'un marché. Actuellement, on est un grand marché. D'ailleurs, on est le marché des Américains qui orientent leur politique, qui nous protègent parce qu'on est un marché, pas parce qu'ils sont gentils et qu'on aurait des liens civilisationnels. Et donc, je pense qu'il faut effectivement écouter Trump quand il dit
Nous, ça suffit maintenant, on n'a pas besoin de financer la défense de l'Europe, débrouillez-vous. Et si je me retire, c'est ça. D'ailleurs, ça a toujours été le programme des Républicains. Pendant leur élection, c'était une politique plutôt isolationniste. On en a marre d'être les gendarmes du monde, on en a marre d'envoyer nos boys se faire tuer sur des terrains d'opération qui ne nous regardent pas, on arrête. Et puis, ils sont toujours rattrapés par l'actualité. Bush a été élu, il y a eu le 11 septembre, et puis ils sont repartis en guerre. Et moi, je pense qu'à terme, les Américains en auront marre et que l'Europe devra assumer sa sécurité elle-même. Et si l'Europe a du mal à être politique parce qu'il y a ce sont des nations différentes, sur le plan de la sécurité vis-à-vis des blocs qui s'opposent vis-à-vis de la Russie, pour faire le bras de fer même avec les Américains pour le Sud global, il est tout à fait possible d'avoir une politique étrangère commune et d'avoir une armée commune. Allez, je refais circuler la parole. François Martin, Laurent Arthur et Anne-Laure. Je ne crois pas du tout au départ que ce sont les Russes qui ont envahi l'Ukraine. Je pense que ce sont les Américains qui ont envahi l'Ukraine en 2014. C'est ce que je démontre dans mon livre. On a nommé, je rappelle, dans le premier gouvernement, la chargée d'affaires du ministère de l'ambassade des États-Unis à Kiev. On l'a nommé ministre des Finances du premier gouvernement en lui donnant la nationalité ukrainienne le jour de son intronisation. C'est ça, en fait. Il n'empêche que c'est quand même les Russes qui ont franchi la frontière et qui ont voulu aller jusqu'à Kiev. Mais ils ont... Le pays est un pays colonisé par les États-Unis depuis 2014. Et bon, voilà. Alors dans ce cadre-là, si je pense que les Russes avaient eu des velléités pour envahir l'Europe, ils l'auraient fait depuis longtemps. Par ailleurs, je pense que qu'on fasse des manœuvres, je veux bien, mais aujourd'hui, si les pauvres occidentaux veulent aller se frotter à l'armée russe, ils vont se faire nettoyer. En plus, les Russes ont des armes nucléaires que nous n'avons pas. Nous ne sommes pas capables d'arrêter. Vous avez vu le dernier missile qu'ils ont sorti, il est à chargement, à un moteur nucléaire, c'est-à-dire qu'il peut tourner indéfiniment pendant des années avec une charge nucléaire. Donc, il est impossible. Donc, moi, je crois beaucoup plus à l'approche de Pierre de Gaulle. On ne peut pas se permettre. D'abord, on ne doit pas rentrer dans le conflit. Ce conflit n'est pas le nôtre. Et nous devons avoir des relations. Nous devons avoir Mais on est absolument en désaccord. Je pense qu'il faut des relations avec la Russie. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'on ait notre armée, mais on considère que les Russes sont un danger pour l'Europe. Mais nous ne considérons pas, par exemple, que les Américains qui nous colonisent culturellement, qui nous colonisent économiquement et qui nous colonisent militairement et qui ont fait sauter le pipeline, eux, on doit se protéger contre ces gens-là. On n'a pas à dire on est dans un camp ou dans un autre. On est des Européens, on doit faire une politique européenne. Nous, on fait une politique avec la Russie. Trump sera au pouvoir théoriquement le 1er janvier prochain et il sera élu probablement. Bon. Trump veut se désengager de l'OTAN, effectivement, pour l'Europe. Effectivement. Mais ce que l'on oublie, c'est que nous ne sommes pas seuls au monde. Il y a l'Indo-Pacifique. Trump va durcir encore les relations avec la Chine. Et durcir l'antagonisme qu'il y a en mer de Chine du Sud et Chine orientale, etc., avec la marine chinoise. Et je crois que les brasiers vont d'abord s'allumer dans l'Indo-Pacifique. Et que c'est par ricochet, par répercussion qu'ils vont atteindre la zone européo-russe. Et que celle-ci sera en dérivée des conflits indo-pacifiques qui, eux, seront déterminants. Ce qui est le paradoxe, c'est si cette situation s'avère vraie, ça donne plus de temps aux Européens pour s'armer et être prêts à affronter les Russes. Oui, mais ils ont du chemin à faire. Ils ont du chemin à faire. Alors, je me permets juste de dire une chose, c'est que ce que tu développes, c'est le livre qui va sortir, qui est le tien. Oui. Est-ce que tu peux le citer? Oui, au cœur de la Troisième Guerre mondiale, aux éditions Jean-Céline Godefroy. Voilà. Alors, pour tout vous dire, parce que Laurent est un auteur... on va dire prolifique, et il a rendu son dernier livre, donc on l'aura d'ici quelques semaines pour de vrai, il l'a rendu lundi, donc c'est tout récent. Voilà. Je peux vous dire d'ailleurs qu'il a un petit regard et un sourire, l'homme est soulagé. Allez, Anne-Laure. La Russie envahit l'Ukraine, on ne peut pas dire le contraire. En revanche, ce qui est la responsabilité américaine depuis 1991 ne peut pas être passée sous le silence. Les provocations ont été des deux côtés. Quand j'étais en 2014, il y avait déjà des Américains et il y avait des Russes. Donc nous avons des questions à nous poser.
Il n'y a pas de blanc, il n'y a pas de noir, il n'y a pas d'angélisme. Il y a une responsabilité. Il faut refonder la défense européenne. C'est une urgence. Ça n'a pas été fait. Pourquoi? Sur qui on s'est reposé? Encore tout un tas de questions. Et oui, nous devrions pouvoir parler à la Russie, mais nous ne pouvons pas laisser le droit international piétiner comme ça l'est en Ukraine, comme ça l'est à Gaza, comme ça l'a été en Irak et comme ça l'est partout. Allez, je vais vous dire, c'est fini. Hein, on va se retrouver d'ici 15 jours. Merci beaucoup. Vraiment, vous avez fait une émission magnifique. Vos savoirs additionnés nous ont rendus très forts. J'espère que ça vous a éclairé sur les situations qu'on a évoquées. Et donc, rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle émission.